à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Joe qui vient nous présenter une Fiat Punto Abarth Evo, qui est de quelle année? Elle est de 2014. Elle va bientôt fêter ses 10 ans. Elle est dans un rouge. Très beau rouge, elles sont pas très courantes en rouge d'ailleurs. Niveau esthétique, il y a quand même quelques petites modifications. Alors niveau esthétique, après il n'y a pas grand chose. Il y a surtout les jantes qui sont passées de 17 à 18, mais ça reste des jantes d'origine Abarth. Les logos personnalisés à l'avant que j'ai changé, rappelez les anciens logos des anciennes Abarth des années 60. Donc à l'avant et à l'arrière. À l'avant et à l'arrière. Ouais, il y a les clignotants fumés en noir, en dynamique. Il y a les cales évidemment. Peut-être les bandes, non? Les bandes sont d'origine. Les bandes sont d'origine. Les bandes comme sont ça d'origine. On retrouve la mention Super Sport à l'arrière. Oui, en fait, la mention Super Sport sur l'Evo, je précise bien, sur l'ancien modèle, sur la Grande Punto Abarth, c'était une dénomination de série limitée. Ouais. Qui était sortie dans une couleur unique, le gris Campovolo. Et sur ce modèle, sur la Super Sport, en fait, c'est, on va dire, la finition. C'est la finition Super Sport qui rend hommage aux derniers modèles qui sont sortis en 2013 et 2014. Après, niveau mécanique, elle reprend le kit SC qu'on pouvait avoir à l'époque, la ligne majorée de 55 mm à 60 mm, la reprogrammation de 163 chevaux d'origine à 180, mais elle ne reprend pas par contre les suspensions Koni FSD qu'on pouvait trouver, ni les disques percés à l'avant. Tu marques peut-être la transition sur les disques percés. Donc Voilà. qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est sur du monopiston, du 4 pistons? Je vois du Brembo. À l'avant, oui, c'est du Brembo en 4 pistons. Idem que les Clio RS, Mégane RS, c'est exactement le même étrier. Ça fait plaisir de voir que dans ces années-là, on pensait encore au freinage. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en plus de ça, les voitures avec le temps ont pris du poids et c'est pas pour autant que le freinage est toujours adapté C'est sur ça. les petites sportives. Il n'y a que les plaquettes qui sont modifiées. Je suis en plaquette carbone céramique à l'avant. Après, le reste, disque en 305 mm à l'avant. 264 à l'arrière, mais par contre c'est du monopiston à l'arrière. Esthétiquement, quand on la regarde, c'est vrai que les formes sont assez arrondies sur la partie avant, Oui. avec du coup les feux qui s'intègrent directement à la forme de la carrosserie. C'est ça. Puis l'arrière, on retrouve quand même un petit béquet. Qui est assez discret, mais qui fait le job. Hein. Après, il est pas extravagant. Ouais, il vient finir un petit peu l'arrière de la voiture. On retrouve des prises d'air donc qui sont plus esthétiques Elles que sont fonctionnelles. factices, alors qu'à l'avant, non. À l'avant, elles sont percées, donc je pense qu'elles servent à quelque chose à l'avant. Avec un petit diffuseur sur la partie basse avec Exact. des petites ailettes, certainement pour l'aéro. Sûrement, oui, pour l'aéro. Ou l'esthétique. Un petit peu plus esthétique, je pense. Quand même. Deux pots d'échappement. Oui, c'est aussi deux sorties d'échappement d'origine. Bon, là, non, c'est pas l'origine, ça sont plus petites d'origine. Mais là, vu que c'est une sortie d'échappement modifiée, ça intègre beaucoup plus, ça prend plus la place, c'est plus esthétique, c'est plus joli, je trouve. Ouais, et puis j'aime bien le fait qu'elle soit très légèrement bodybuildée sur le train avant et sur le train arrière. Et ça renforce le petit côté sportif et agressif de la voiture. Moi, je trouve que ça fait un peu comme la Clio 3 RS de première génération. Quand on met une Clio normale à côté, on voit la différence. C'est-à-dire que là, tu mets une Punto Evo, même une Punto Evo Sport, on voit vraiment la différence et au moins on la reconnaît. Et puis elle est plus basse. Là, oui, elle est beaucoup plus basse parce qu'elle est équipée justement de combiné fileté B14 de chez Bilstein. Et là, ils sont vraiment réglés au plus bas. Bon, on peut passer sur l'intérieur. Ouais. Et l'intérieur, moi, ce que j'aime, là, quand je la regarde comme ça, ce sont les petits détails de surpiqûre qu'on retrouve à plusieurs endroits, à commencer par la casquette. Voilà. Ça aussi, c'était une option, la casquette cuir avec les surpiqûres rouges et jaunes, pour rappeler un petit peu justement le logo Abarth qui est rouge et jaune, évidemment. Et voilà. ça, c'est des choses qui font plaisir parce qu'on va retrouver également sur les sièges. D'ailleurs, ces sièges, on peut en parler. Ah, voilà. Ils sont baquets. Qu'est-ce qu'ils vieillissent bien? Ils sont baquets. Bon, là, moi, j'ai les versions tissu parce qu'ils existent en version cuir aussi. Par contre, ce sont les sièges de base. Ce ne sont pas les sabeltes qu'on peut retrouver aussi sur le modèle 500. Moi, j'en ai pas vraiment l'intérêt. Pour le confort, je préfère garder cela. À l'époque où je le roulais quotidiennement, c'était beaucoup plus pratique. Ça a beau être le modèle de base des sièges, tu pourrais croire que ce sont des sièges optionnels. Hein. Oui. Et on va rester sur les rappels, les compteurs. Les compteurs, encore le jaune avec le rouge bien pétant, le soufflet. Le soufflet. On est sur une boîte manuelle. Boîte mécanique à 6 rapports, évidemment. Non, après, bon, ça reste relativement classique au niveau... C'est sobre. Ouais. Y a pas, ça reste quand même un intérieur de Punto, un intérieur de Fiat, donc du coup, ça reste basique. Avec une majorité de boutons. Hein. De toute façon, on est dans les époques époques où les écrans commençaient doucement à arriver. Voilà. On en a quand même un sur le tableau de bord très discret, de petite taille également. On a des vrais compteurs analogiques avec la jauge de carburant et puis la température d'huile, chose qui fait plaisir, qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui. C'est ça. Un volant qui est d'une taille honnête. Non, je trouve qu'on a
Une assez bonne accessibilité avec également un repose-coude, ça c'est pratique. Tu as aussi le pédalier alu aussi. Pédalier alu, ouais, en effet. Bon, tu nous le présentes ce petit bloc 1,4 litre 180 ? Allez, c'est parti. Alors, ce bloc 1,4 litre, donc 180 chevaux. 180 chevaux de base, Ouais. et ça fait 270 Nm de couple. Je n'ai pas de reprogrammation dessus. Les seules pièces que j'ai, c'est l'admission basse Super Sprint. Mhm. Du coup, là, tu le vois, le cône. cône prend en dessous l'air frais qui arrive par le dessous de la voiture. Sûrement aussi par l'avant, mais je ne sais pas vraiment par où ça passe. Et oui, parce pour que être je t'avais franc. fait une remarque en pensant en fait que justement l'airflow rentrait par ici, Ouais. mais c'est potentiellement pour refroidir en fait le turbo. Moi, je pense que c'est plus pour refroidissement du turbo. Ouais. La boîte à D'accord. air est là, elle fait ce coude en général, et elle se met là, et puis tu as un coude pour attraper l'air en dessous. Ce qui est sympa, c'est quand on regarde le haut de la culasse, on a un rappel à Abarth, Ouais. et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Hein C'est- Une barre anti-rapro. La barre anti-rapprochement Weisher Sport. Après, elle n'est pas fixée sur les têtes d'amortisseurs. Donc après, je ne sais pas si vraiment elle est efficace ou pas. Mais j'ai quand même trouvé que le train avant est quand même un peu plus posé, un peu plus incisif. Je ne regrette pas du tout de l'avoir posé quand même. Et Donc puis, c'est de l'aftermarket. C'est de l'aftermarket, exactement. J'ai fait 2 passages au banc. Un premier avec mon ancienne admission justement qui montait en haut. J'étais passé à 190 chevaux et 305 Nm de couple. Ah ouais, donc ce qui veut dire que d'origine ça sort plus ou moins les chevaux. Parce qu'une admission peut te faire gagner jusqu'à 10 chevaux. C'est ça. Et je l'ai repassé justement au banc avec celle-là d'admission. Je suis pareil. Avec un stage 1, qu'est-ce que ça donne? À stage 1, après, tu montes à peu près dans les 205, 210 maximum. Ouais, enfin bon, ça donne quand même un gain de 20-25 chevaux Oui. sur base d'un bloc 1,4 litre, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal, oui. Niveau ligne, tu nous fais un petit rappel? Eh ben, catalyseur d'origine, Mhm. l'intermédiaire tube, mais qui est d'origine, et suppression du silencieux arrière, donc plus de gamelle, c'est un tube qui arrive au bout. Tu nous fais écouter? Allez, c'est Allez. parti. Eh ben dis donc, c'est peut-être un petit 1,4 litre, mais il gueule de chez gueule, hein? Ça chante bien, ouais, ça chante bien. Ouais, j'ai l'impression que quand tu montes haut dans les tours, ça claque derrière, hein? En fait, ça claque, mais ça reste assez aléatoire. En fait, on ne peut pas prévoir quand elle va péter. Surprise du chef. C'est la surprise. C'est justement ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est surprise à chaque fois. Alors, des fois, tu peux vraiment monter en régime, elle ne pètera pas du tout. Des fois, tu montes un petit peu et ça sort comme ça. Comme ça. Et au niveau de l'admission, ouais, on Ouais. sent que ça gobe de l'air, hein? Tu l'entends beaucoup, l'admission. Après, vu qu'elle est l'admission basse, tu l'entends un petit peu moins que les admissions qui prennent vraiment en haut. Alors, c'est pour ça que je l'ai changé aussi, parce que vraiment en haut, ça faisait vraiment beaucoup de bruit dans l'habitacle. Mais quand même, elle reste pas discrète, ça c'est sûr. C'est clair. Mais bon, c'est une sportive, C'est une hein. sportive, On c'est aime ça au fond, hein? C'est ça, exactement. Allez, on va faire un tour? Allez, C'est parti. Et donc tu l'as depuis combien de temps à peu près? Ah ben là, cette année, en juin, ça fera 10 ans, pile poil. Ah oui, d'accord. Elle fait fêter sa 10e année. Tu l'as acheté neuve la voiture. Voiture achetée neuve, ouais, première main. C'est beau ça quand même, d'avoir une voiture qui a 10 ans et qui est une première main. Elle a connu que toi. Elle a connu que moi, exactement. Vraiment, plus un côté aussi sentimental, beaucoup de rencontres, de relations humaines que j'ai avec. Donc du coup, c'est vraiment un kiff cette voiture. Tu penses que tu vas la garder encore dans le temps? Ah ben je vais essayer au maximum. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de la vendre, ça c'est sûr. Parce qu'il faut quand même préciser, Joe, que c'est la 3e fois que tu passes sur la chaîne. Oui. C'est ta cul, hein, on le sent derrière, hein. Ah ouais, ça bouge, hein, ça bouge. Donc tu étais passé une première fois avec une Fiesta ST. Exactement. Tu étais monté sur Paris d'ailleurs. Une deuxième fois avec une i20N que tu as encore Que aujourd'hui. j'ai toujours, c'est ma voiture de tous les jours, je m'en sers tous les jours. Et oui, mais celle-ci, tu l'as toujours possédée. Celle-là, je l'avais depuis le début. Celle-là, c'est ma première sportive. C'était ma première sportive que j'ai achetée. C'est pas parce que c'est la plus puissante ou la plus jolie, mais c'est vraiment, comme je te dis, c'est sentimental. C'est vraiment, j'ai fait beaucoup de choses avec, beaucoup de sorties,
beaucoup de rencontres, j'ai fait plusieurs pays, Ah oui. j'ai fait beaucoup de sorties en club, donc du coup, je me fais vraiment plaisir avec. Et ouais, parce que c'est vrai que la puissance fait pas tout en fait. Il y a aussi le côté plaisir qui a toute son importance. Exactement, le côté plaisir avec qu'on prend au volant. Hein. Donc on entend bien l'admission. Hein. Ouais, l'admission est vraiment pas discrète. Ouais. Et donc tu as plusieurs modes de conduite? Voilà, et avec le petit Manettino que tu vois ici, tu as mode sport en haut qui est toujours activé parce que je roule qu'en mode sport, et après tu as le mode normal en dessous. En fait, ça te raffermit la direction en mode sport, une réponse d'accélérateur un peu plus franche, et après c'est tout, ça joue pas sur suspension, il n'y a pas de suspension pilotée, donc ouais. Mais bon, on a déjà les Bilstein B14. Voilà. Ils font quand même très bien le job. Donc, ouais. Puis là, on est vraiment dans un environnement propice à prendre du plaisir. Ah ben là, on est sur son terrain de jeu. C'est ça. Et on peut profiter un petit peu de l'excellent châssis, j'imagine, de cet Abarth. Ah bah, le châssis, il est vraiment optimisé pour ça. Hein, donc, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et l'admission, c'est vrai qu'on l'entend. Hein. L'admission est vraiment, surtout en plus là avec les vitres ouvertes. Ah ouais. Elle coupe un petit peu. Il y a juste un petit défaut sur cette voiture, c'est que le SP n'est pas déconnectable. Eh oui, mais je le sens pas trop intervenir. Non, alors, va. je pense, Joe, que la motricité déjà est bonne, Ouais. et aussi le fait qu'on est sur des températures autour de 20 degrés, donc ça doit bien gripper. Il faut préciser aussi qu'elle n'a pas d'autobloquant non plus. Après, sur des puissances... Ah, ça chante quand même. J'allais dire que sur des puissances de 180 chevaux, c'est pas trop non plus problématique Non. de ne pas avoir d'autobloc. On va dire que si tu es sur une puissance de 200, 250, ça commence à devenir un petit peu... Nécessaire. Ouais, nécessaire en effet. Mais je le compare surtout avec ma IVN qui possède le différentiel à glissement limité. C'est vrai qu'en motricité, c'est largement mieux. Hein. Ça, il y a vraiment rien à voir. Ouais. Mais comme je t'ai dit, c'est beaucoup plus pour le côté plaisir de la conduire dans cette situation. Ouais. Et sur le tableau de bord, tu as une petite instrumentation avec le turbo et une jauge. Ouais, c'est la jauge du turbo, exactement. Eh, sympa. C'est un petit détail. Moi, je roule toujours avec ça parce que ça fait son petit effet, on va dire. Ouais, la voiture... Bon, écoute, toi, on va te laisser tomber. Je disais que sur cette première montée, ouais, on sent que la voiture a une très très bonne tenue de route et qu'elle est faite pour ça, quoi. Hein. Ah ouais, elle est totalement faite pour ça. Après, d'origine, le châssis est pas trop mal. C'est pas non plus le meilleur, mais il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Là, c'est surtout que je l'avais vraiment optimisé, surtout pour le circuit. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est assez tapue. Ouais. C'est ce qui aime pas mal. Ah ouais, t'as vu, ouais, tu sens la moindre imperfection de la route, hein, c'est incroyable. Hein. Je vais quand même essayer de te faire un petit freinage. Tu sens vraiment. Ouais. Ah ouais. Puis sympa le freinage avec l'appui, tout ça dans le virage. Ouais, les 4 pistons, ils sont là. Si tu dois la comparer à la i20N, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Moi, c'est surtout au niveau du coup de pied au cul du turbo, en fait. La i20N est vachement linéaire, c'est presque un effet atmosphérique sur la i20. Et sur celle-là, il y a quand même plus un peu comme à l'ancienne, sur mon ancienne Focus ST, on avait à partir de 3500-4000, on avait vraiment un coup de pied au cul. C'est une relance du turbo. Il n'est pas aussi fort, mais il se ressent quand même. Après, niveau châssis, c'est sûr que celle-là, elle est beaucoup mieux optimisée pour le circuit. Donc c'est vrai qu'avec la i20, je m'amuse plus sur les petites routes des Cévennes, car il y a du dénivelé, il y a des bosses, il y a des trous. Alors qu'avec celle-là, je suis toujours un peu obligé de surveiller la route, mais ça ne m'empêche pas de me faire extrêmement plaisir avec. Hein. Ça, je ressens aussi en effet le côté un peu plus on-off du turbo sur celle-ci. De toute façon, son millésime s'y apprête. Ces deux approches en fait différentes. C'est ça. Pourtant, ça reste, c'est des modèles assez similaires qui boxent dans la même catégorie. La puissance est approximativement la même. Le poids, pareil, c'est approximativement le même. Mais les sensations de conduite sont, moi, je trouve assez quand même différentes. Et pour parler de cote,
en 2024, qu'est-ce que ça donne? Alors, un peu comme toutes les sportives, les prix se sont envolés. Comme la mienne, à peu près dans les 100 000 km, je dirais entre 11, 12 selon les configurations. Souvent les couleurs aussi, elles sont beaucoup recherchées. Ah, les couleurs, ça joue les couleurs? Le rouge déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et elles sont beaucoup recherchées surtout en gris Campovolo, la couleur officielle des Abarth. Moi je dirais plus dans les 12 000 maintenant. Si vraiment c'est recherché surtout sur ça. Ouais. Donc ça reste quand même une bonne petite sportive et dans un budget quand même abordable et avec une cote qui tient quand même la route. La cote tient. Comme la voiture. Ouais, exactement. Non, la cote elle tient, ouais. Et puis je pense aussi du fait de sa rareté aussi. C'est pas vraiment un modèle extrêmement recherché parce que souvent les gens, quand ils disent Abarth, ils connaissent la 500 Abarth. Mais toutes les différentes gammes de Punto sont, à part en Italie où elles sont beaucoup plus réputées, mais en France, on n'en croise vraiment pas à tous les coins de rue. Moi je trouve que c'est l'esprit des petites GTI qu'on perd aujourd'hui, qu'on a dans cette Abarth. On est autour de 200 chevaux, voilà. Le côté light qui est vraiment génial, la bonne tenue de route et puis les sensations on-off, je trouve qu'elle a beaucoup de qualité. Et je terminerai sur le côté rare de cette Abarth en fait. C'est pas n'importe qui achète ça, même si c'est relativement accessible. Je pense que c'est plutôt dédié au fait aux personnes passionnées. Ouais, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Écoute Joe, on va te remercier d'être venu nous voir et de nous l'avoir présenté parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas présenté d'Abarth tout simplement, voilà. La dernière étant une 500, donc très content d'avoir une nouvelle Abarth du coup dans les voitures présentées sur la chaîne. Merci à toi. Et merci à toi surtout, c'est un plaisir, comme toujours. Un plaisir pour tous. Allez, salut tout le monde, ciao. Salut.